Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Nos 2 centimes. Ici Sophie. Je suis très heureuse de vous présenter cet épisode. Ça fait 6 mois que je rêve de ce thème et je suis vraiment reconnaissante pour ces 4 hommes qui ont accepté de relever le défi avec moi, de discuter de la masculinité. Premièrement, je voudrais m'excuser parce que vous allez entendre des voitures qui passent. On a enregistré près d'une route et vous allez peut-être même entendre la conversation des gens qui marchent dans la rue. Au moins, c'est en conditions réelles. Il y a de grandes théories sur ce que c'est la masculinité. C'est un sujet qui est beaucoup discuté sur les réseaux sociaux et dans tous les médias. Du coup, pour moi, j'avais envie d'avoir une conversation avec des hommes pour entendre qu'est-ce que c'est selon eux, leur perspective, comment ils vivent les choses. Et c'est ça, cet épisode. C'est pas une déclaration sociologique, philosophique, politique, mais c'est vraiment d'avoir le privilège d'entendre la vie et le vécu d'hommes. Je vous souhaite un bon épisode et une bonne écoute. Messieurs, bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos 2 centimes. Ça fait 6 mois que j'en rêve et nous sommes là, 5 autour de ce micro. On va parler de la masculinité. Le canapé grince. Vous n'avez pas le droit de bouger. Ça sera censuré. Donc, est-ce que d'abord vous voulez vous présenter rapidement? On fait un tour de table. Paul. Alors oui, je m'appelle Paul, mais en fait je m'appelle pas Paul. C'est un peu compliqué, mais c'est mon pseudo. Mais voilà, on va m'appeler Paul pour ce pseudo, mais j'ai un autre prénom à côté. Tu peux te présenter peut-être Paul avec ton vrai prénom Je m'appelle Étienne, mais sinon c'est plutôt Paul. Voilà. Sur les médias, c'est Paul. Voilà, sur les médias, c'est Paul. Ok. Ah oui, présentation, ouais, d'accord. Okay. Bah, je fais de la philosophie, ouais. Je me prépare à être prof de philo. Ok. Vous-même, vous voulez vous présenter? En fait, je suis désolé. Oui, moi c'est Tim et voilà, je suis pasteur et graphiste en freelance. Moi c'est Robin, salut. Je suis menuisier et j'habite à Lyon pour l'instant. Nice. Voilà, et moi c'est Pierre-Alain. Ouais, si, moi je veux dire parce que personne n'a dit. Moi je suis papa, j'ai une petite fille. Et donc voilà, je suis marié et j'ai une petite fille de 1 an et demi. Et j'habite aussi à Lyon. Les papas, vous voulez Ouais, rajouter bien que vous sûr, êtes les papa? papas, bien sûr. Papa. Nice. Alors, première question. Comment est-ce que vous définissez la masculinité? Paul. Merci. Tout le monde rigole parce que je m'appelle pas Paul, mais vous l'aurez compris. Alors, la masculinité. Je pense qu'on peut parler de plusieurs types de masculinité. Il y a déjà une masculinité, que ce soit Saül, que ce soit Akab. À chaque fois, ils fuient leurs responsabilités, ils craignent, ils sont dans la crainte, et ils exercent aussi le pouvoir dans la domination, et ça on pourra en parler après. C'est bien rentrer dans le sujet, hein. Je pense que aussi c'est pas des qualités, le courage, je sais pas, je passe directement sur une opposition, c'est pas forcément que masculin. Voilà, c'est ce qu'on appelle advenir, mais aussi le féminin aussi, il me semble. Que c'est pas quelque chose réservé qu'au masculin. Après, moi ça c'est trouble encore la masculinité. Je pense que déjà c'est aussi très culturel. Selon la culture, la masculinité, on va la voir complètement différemment. Et donc là, on est tous français ou suisses. C'est ça. Et donc, même si entre les deux, la culture est assez différente, on se rejoint. Mais nous, on aura une vision, en tout cas, très locale de la masculinité. Mais pour le coup, ce que disait Étienne, c'est que dans la Bible, si on a le caractère du courage, la Bible, c'est pas une Bible, enfin, c'est pas français, quoi, comme culture. Oui, mais c'est un des points, je pense, qui est sans doute universel, mais pour tout le monde aussi. Voilà. Ouais. Pierre-Alain, quelque chose à rajouter sur comment tu définis la masculinité? Comment je la définirais aujourd'hui, hein, si tu vas rester culturellement dans mon jus, comment je vais la définir aujourd'hui par rapport à... Est-ce qu'on a une opposition par rapport à comment on la définissait hier? Moi j'aurais plutôt tendance à... Enfin, des fois je me sens un peu perdu dans cette question parce que j'ai l'impression qu'on a une perte de repères d'une manière générale sur la masculinité. Et je sais, enfin, les causes, je sais pas trop, peut-être on en parlera, mais il y avait des rôles beaucoup plus clairement définis, semble-t-il, dans les sociétés passées, qui aujourd'hui me semble beaucoup plus difficile à... Je sais pas, enfin, plus difficile à définir, je sais pas si ça demande juste plus de courage pour assumer sa définition,
Et précisément, peut-être c'est ce que je manque d'affirmation, et du coup, j'arrive pas trop à définir. J'aimerais dire quelque chose, et en même temps, je me dis, oui, mais on a fait des avancées, donc du coup, il faut que je prenne ça en compte, et tatati tatata. Et à la fin, il y a plus de définition. Alors, est-ce que c'est en soi... Tu le définirais par un flou, quoi. Ouais, je le définirais assez flou, ouais. Ouais, parce que tu vois, dans une société traditionnelle, les rôles sont beaucoup plus j'ai l'impression que les rôles sont beaucoup plus définis, beaucoup plus restreints. Il n'y a pas autant de choix. Et qu'aujourd'hui, un petit peu comme on a la possibilité de faire des choix plein de différents et qu'on la liberté consiste à juste dire pense ce que tu veux, et du coup, chacun sa définition, tout le monde sa définition, puis finalement, il n'y a plus de définition, parce que c'est chacun son truc. C'est comme si chacun avait un dictionnaire écrit à sa sauce. À la fin, plus personne ne se comprend, parce que tout le monde a une définition différente. Donc, il faudrait tous écrire un dictionnaire sur le truc. Tu vois. Ouais. Donc moi, j'ai l'impression d'être un petit peu comme ça, avec un dictionnaire. Vas-y, écris ton truc, et puis, ouais, je vois bien qu'il y avait des choses que je pourrais écrire, mais en même temps, voilà, des fois, je me sens un peu... Moi, je vais dans le même sens, même un peu plus. C'est qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué de se poser en tant qu'homme et se dire, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, on est tellement dans cette envie d'égalité qui, à la base, pour moi, est très bonne, est très saine, et en même temps qui est complètement un peu à côté de la vraie question. Pour moi, on est en train de mélanger l'homme, la femme. Il n'y a plus vraiment d'hommes et de femmes, en fait, dans notre société. On mélange tout, en fait. On mélange notre position d'homme et de femme avec ce qu'on doit faire. On en rigole souvent, mais le ménage, pas ménage, la cuisine, le travail à l'usine. On mélange tout et en fait, on croit que c'est... être un homme, c'est une définition de tâche, et puis être une femme, c'est une autre définition de tâche. Et puis du coup, en réponse à ça, on a amené cette égalité où tout le monde peut tout faire et machin. Et en fait, on est allé même plus loin. J'ai l'impression qu'on a un peu touché le talon d'Achille de cette question. Et en fait, que toute la statue s'est un peu effondrée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, on n'arrive plus à arrêter la déconstruction en se disant, en fait, on va aller jusqu'à où? Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et la question se pose aujourd'hui, je trouve. Alors peut-être qu'elle se pose de manière informelle chez beaucoup de gens, en tout cas dans le milieu non chrétien dans lequel je vis. La question de qu'est-ce que ça veut dire être un père de famille, un homme, en fait, la question se pose énormément. Et la première chose que les hommes font, en tout cas, c'est regarder au passé. Regarder dans le passé. Alors nous, en tant que chrétiens, on va regarder à la Bible, je suis assez d'accord avec Étienne. On va y trouver un certain savoir-être homme. Et après, il y en a d'autres qui vont chercher partout ailleurs. Quoi. Donc, alors peut-être juste pour réagir à ça, je pense que c'est vrai qu'il ne faut pas négliger les apports du passé qui peuvent être très instructifs, etc. En même temps, moi j'aurais tendance à penser que la Bible, ce n'est pas un livre du passé, mais souvent c'est un livre du futur, qui nous montre, qui est adaptable à toute époque, et qui nous invite aussi à fixer les yeux sur ce qu'il doit advenir. Et à cet égard, je pense qu'en tant que chrétien, je ne me définirais pas uniquement comme conservateur, loin de là. Au contraire, je pense qu'il y a aussi toute une réflexion sur les études sur le genre, le féminisme, qui ont apporté des vrais apports dans la réflexion. Et en tant que chrétien, on écoute tout cela avec discernement, et ensuite on fait nos choix, on fait notre tri aussi. Et je pense surtout qu'on est appelé en tant que chrétien à relire la Bible et se redemander comment Dieu veut que je sois comme homme aujourd'hui, étant donné certains principes éternels et universels, comment ça peut s'incarner aujourd'hui dans mon époque et dans ma culture. Ouais, c'est ça. C'est du coup la Bible, c'est ce cadre qui nous permet de nous poser la question. Est-ce que tu veux? Parce que sans cadre, en fait, la question est éternelle et va jusqu'à, je sais pas l'extinction, mais va jusqu'à en fait à plus rien, et plus de différence, plus rien. Et au contraire, et souvent les gens le disent un peu en politique ou je sais pas quoi. Il faut célébrer nos différences et tout ça, et puis bizarrement, c'est vrai que l'homme et la femme, on célèbre que très rarement nos différences. Au contraire, on les fait se battre plutôt que s'embrasser, quoi. Ce qui est un peu... Après, peut-être qu'on mélange aussi les remises en question. Enfin, voilà, ce que tu disais, Étienne, au début, là, sur le courage, il me semble que c'est une des valeurs intemporelles de la masculinité. Il me semble que ça devrait être une des valeurs intemporelles. Et en fait, c'est précisément une des valeurs elle n'est pas forcément remise en question, je crois, mais elle est dénuée de des fois, j'ai l'impression qu'elle est dénuée de sa substance, parce qu'en fait, on remet en question d'autres choses qui viennent un peu la saper, et en fait, alors qu'en soi, on pourrait juste la rapproprier dans le contexte dans lequel on est,
Et c'est pas parce qu'on est pour le partage des tâches qu'on est plus quelqu'un de courageux. Au contraire, Exactement. c'est parce qu'on s'empare du partage des tâches et parce que j'y crois qu'en fait, je me rends compte, oui, je suis courageux. Parce que j'ose aller affronter mes défauts les plus profonds, la paresse, l'envie de rentrer à la maison et de rien faire, qui est peut-être un truc aussi intemporel que le courage. Chez l'homme, un défaut aussi problématique. Clairement. Mais du coup, le fait de l'affronter dans des trucs aussi simples, et ben en fait, c'est déjà du courage, et puis du coup, c'est une réappropriation, qui permet de retrouver une définition et un sens de la masculinité. Moi, je me suis fait cette réflexion et c'est très bête parce que je suis née dans une famille chrétienne, j'ai entendu ça tout le temps. Mais il y a quelques mois, j'ai réalisé que Jésus, c'était un homme. Genre un homme, un être masculin. Je l'avais pas sexué, en fait. Et du coup, je me pose la question, comment est-ce que vous êtes inspiré en tant que chrétien par l'exemple de Jésus en tant qu'être masculin? Moi, je pense que c'est une question complexe. Je crois que je me suis pas posé la question de Jésus est un homme. Et donc, je dois faire comme lui parce que je suis pareil. Mais plutôt, je pense qu'il s'est incarné homme, entre autres, parce que dans la culture où il était, où il a vécu, ça a du sens, du poids, et voilà. Je pense vraiment que c'est ça. Entre autres, hein. C'est pas le seul, à mon sens, c'est pas le seul argument. Ok. Mais parce que il est courageux, il est fidèle, il est aimant, il peut être doux. C'est aussi ces qualificatifs, on peut très bien les donner à une personne femme. Ouais. Mais du coup, toi, quand tu lis les évangiles et l'exemple de Jésus, est-ce qu'il y a des trucs qui particulièrement te challenge en tant que masculin de ce que Jésus fait? Parce que moi, je suis challengée par l'exemple de Jésus, mais pas de la même manière. J'imagine que si j'étais un homme et que je lisais ça en me disant c'est un modèle à suivre, mais aussi un modèle de masculin à suivre dans une société à l'époque qui est pas hyper sympa avec les femmes, quoi. Oui, sans doute. Ouais. Avant de répondre à ta question, on a parlé du courage. Je pense qu'il y a une autre exhortation qui est souvent là dans la Bible, Ouais. c'est l'exhortation à l'amour et à la douceur chez l'homme. Il y a un proverbe dans la Bible, dans le livre des proverbes, qui dit ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa douceur. Et puis plusieurs versets qui invitent les hommes à aimer comme Jésus a aimé. Et je pense qu'un des grands défis de la masculinité, c'est de faire tenir ensemble la douceur, l'amour, qui est souvent plutôt considéré comme une qualité féminine, et je pense à tort, et de la concilier avec le sens du courage, de la responsabilité, de l'amour de la vérité, de la justice. Et ça, je trouve que Jésus, à cet égard, est un vrai modèle de masculinité. Alors, parce que déjà, il est un modèle extraordinaire de douceur, de service, d'humilité. Il lave les pieds de ses disciples, il est tout le temps là aussi. Il avait des femmes qui l'accompagnaient, etc. On insiste peut-être moins aujourd'hui sur le fait que dans les évangiles, on nous présente un Jésus extrêmement viril, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui ne transige pas sur la vérité, qui est capable d'être virulent face à des gens qui sont irrespectueux, méchants, et qu'il faut remettre dans le droit chemin. Et je pense qu'on a peut-être perdu l'image d'un Jésus qui pouvait gueuler, quoi, qui pouvait être extrêmement... Les mecs dans le temple. Exactement. Et là, je pense qu'on a vraiment un modèle de réussite de masculinité en Jésus, et qui m'inspire beaucoup en tant que... Je suis assez d'accord, dans le sens où, en tant qu'homme, on a genre on en parlait juste avant, mais cette tension entre être le Jésus qu'il faut être dans le temple, ou alors le Jésus qui pleure à la mort. Et en fait, c'est ces deux tensions, et souvent, le Jésus qui pleure, c'est pas vraiment masculin, alors que le Jésus dans le temple, c'est masculin, et en fait, on est un peu tiraillé par les a priori qu'on aurait de la masculinité de Jésus. Et c'est vrai que en relisant l'évangile, en disant, mais en fait, c'est à l'incarnation aussi de comment être un homme dans ce monde, et puis en fait, son sacrifice magnifique, et puis il tient tête tout en relevant le fragile et l'opprimé. Tout est magnifique en fait dans cette incarnation. Bien sûr, ça me parle énormément, et puis ça fait penser un peu à un chevalier parfait quelque part, tu vois, qui est prêt à donner sa vie pour la veuve et l'orphelin, pour les fragiles de l'époque, quoi. Pierre-Alain, des choses à dire sur comment Jésus t'inspire? En tant qu'homme? Ouais. En fait, c'est vrai que ce que tu disais au départ, c'est qu'on a tendance à l'asexuer, donc comme il est Dieu, il est aussi homme à 100%, et il est aussi homme masculin à 100%, donc c'est vrai que c'est quelque chose, moi j'ai tendance à voir comme humain à 100%, mais d'oublier qu'il est 100% masculin aussi. Ouais. Et c'est vrai que
Moi, j'ai tendance à oublier cette partie-là aussi. À me dire juste qu'il est parfait et puis qu'il est Dieu et puis de pas attacher plus d'importance au caractère qu'il a pu avoir en tant qu'homme. Même si je pense aussi quand je repense à des caractères d'hommes que j'ai pu connaître dans l'Église, moi j'aurais tendance à voir des hommes qui étaient, d'une manière générale, je connais pas les détails de leur vie particulière, mais d'une manière générale, plutôt proche de ces caractères de Jésus, de douceur, de tempérance, cette sagesse, beaucoup moins sur ce côté je vais rentrer dans le tas et fouetter dans le temple. Mais je suppose que, je connais pas tous les détails des personnes, mais dans l'ensemble des frères que j'ai pu connaître dans l'église, des anciens, etc., je pense que c'était plus proche de ce caractère-là. Donc des personnes qui, il me semble, avaient plutôt intégré cette partie de Jésus et qui n'étaient pas vraiment dans les crieries, dans les disputes et encore moins dans les coups. La seule personne que je connaisse bien, qui était vraiment dans le côté à donner des coups ou à coller les gens contre les murs, pour reprendre l'exemple, c'est celui de mon père, qui lui était vraiment la personne qui collait les gens contre les murs, mais qui pour le coup c'était pas par son passé, par son histoire, il était comme ça, mais pour le coup ne s'inspirait pas du tout de l'exemple de Jésus. C'était coller les gens contre les murs pour des mauvaises raisons. Et voilà, c'était pas du tout par justice, c'était plutôt par passion. Donc, oui, peut-être il faut dire aux gens qui ne connaissent pas l'histoire du fouet dans le temple. Jésus était très en colère parce qu'il y avait des gens qui commettaient des actes ignobles dans le temple et c'était une lutte contre l'injustice, c'était pas de la violence gratuite. C'est ça. Fin de parenthèse, c'est peut-être important de préciser parce qu'on l'avait pas dit. Et en même temps, sa douceur, son amour, fait pas de lui un bisounours, quoi. C'est le sacrifice. Tu penses à la croix. Moi, le premier truc que je pense quand je pense à Jésus, c'est le sacrifice de la croix. C'est un sacrifice sanglant, c'est un sacrifice de souffrance, c'est un sacrifice de don total. Et c'est absolument pas c'est absolument pas un épisode des bisounours. Non, ce que je voulais dire, c'est plus pour rajouter encore à ce que tu disais, c'est on est dans une société aujourd'hui qui justement mélange acceptation et amour et justice. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, ils voient un Jésus qui acceptait tout, quoi. Alors que non, en fait, le Jésus qu'on voit dans la Bible, il a une déontologie, il a un chemin qui est clair, qui est tracé. Il va pas hésiter à les dire avec amour, certes, c'est vrai, avec les mots justes et tout ça. Et je pense que c'est ça qui me manque en tant qu'homme, des fois, c'est les mots justes. Mais c'était pas un bisounours, quoi. Pouvoir de l'arc-en-ciel, tout ça. Quand tu parles de bisounours, j'ai l'impression de voir une victime ou quelqu'un qui se laisse faire ou qui est très pompeux. Mais pour moi, ça me gêne un peu parce que quelqu'un qui a toutes ces caractéristiques, si c'est un homme physique, c'est pas... je n'enlève pas d'une masculinité. De la masculinité, si on en fait un critère très général. Quelqu'un qui a du mal à s'affirmer ou affirmer sa masculinité, c'est peut-être quelqu'un qui a aussi besoin de guérir, quelqu'un qui a traversé des choses pénibles, de souffrance aussi, qui a besoin de se reconstruire, pas en étant un homme viril à aller pousser à la salle, se faire des tatouages et conduire une moto, mais C'est là que Jésus faisait pas ça. dans le fait de guérir et c'est peut-être cru, mais en fait accepter cette masculinité, même si elle n'est pas dans les critères qu'on peut voir aujourd'hui en France, de gros cassos, parce qu'il y en a pas mal je veux dire, en mode gonflette et tout, hein, je parle un peu là dans le gros cliché, hein, je dis pas qu'il faut pas aller à la salle, mais dans le cliché virilité, voilà. Ouais. C'est plutôt ça, voilà, pardon. Je trouve mes mots. C'est pas parce que un homme qui se sent fragile ou victimisé, n'est pas masculin. C'est pas parce que le mec n'est pas viril qu'il n'est pas masculin. Voilà. Mais qu'est-ce que la Là, vérité, on parlait plutôt de Jésus, justement, de l'exemple de Jésus qui est pas bisounours. Quand tu parles de bisounours, je les exclue pas de la masculinité. Oui, mais Je parlais de Jésus, là. Non, mais bisounours pas en tant qu'homme, je pense, mais par exemple, Jésus, justement, tu as utilisé le mot de victimisation. Jésus, il a été victimisé, et pourtant, c'est l'exemple masculin qui a tout réussi. Et c'est hyper intéressant, justement, de dire que tu peux être victimisé et être viril et masculin, puisque Jésus, il a réussi. Et tu peux ne Je mets pas la virilité dans
J'aime pas du tout ce terme. Voilà. Pour moi, c'est pas super d'être viril. Voilà. Oui, mais après, C'est on pas peut un utiliser le objectif. terme masculin. Ouais. Mais c'est pas un objectif du tout. Voilà. Au contraire, pour moi. Mais, ok, j'entends. Oui, mais j'entends ce que tu veux dire, c'est-à-dire quand on utilise le terme de bisounours, je crois pas que c'est pour les hommes qui pourraient apparaître comme des hommes fragiles dans les classifications de la masculinité aujourd'hui, parce que je pense que peut-être Jésus aujourd'hui pourrait être étiqueté d'homme fragile, peut-être. Peut-être pour réagir aussi à ce qui vient d'être dit, ce qui pourrait être, bon, là, on peut peut-être aborder le thème de la fragilité, en fait. Quelle place peut-il y avoir pour la fragilité, pour la vulnérabilité, dans la masculinité? Et à mon sens, l'appel, par exemple, au courage, n'exclut pas du tout la présence d'une fragilité ou d'une vulnérabilité, ou même de la peur. Le grand courageux, souvent, c'est quelqu'un qui a d'abord eu peur. Et la peur, elle a des vertus, mais qui n'y demeure pas. Et je pense peut-être ce que tu voulais dire par bisounours, c'est quelqu'un qui... En fait, je parlais pas du tout de la fragilité. Quand je parle de ce côté bisounours, c'est ce côté de valider tout. Et en fait, c'est là où c'était ça de ça que je voulais parler. C'est Jésus, il ne valide pas tout. Il n'est pas constamment dans le oui, 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 oui. Ce qu'on pourrait croire aujourd'hui qu'il faudrait qu'on soit, en fait. Je sais pas si vous sentez ça, mais on nous pousse un peu à... Il faut qu'on valide un peu tout le monde tout le temps, qu'on soit d'accord tout le temps. de passivité. Exactement. Et ça ressemble à la passivité. Et c'est pour ça... Mais pas du tout le côté fragile et... Ok. Tu disais quoi? Vulnérable. Pour moi, c'est complètement Oui. logique. La Au faiblesse. contraire, ça fait partie du courage de se rendre compte qu'en fait, il y a des fragilités. Juste pour terminer, peut-être encore une dernière chose, je pense qu'il y a deux choses. Un, on peut être courageux et en même temps fragile. Ouais. Et deux, il y a des lieux pour la fragilité, je pense, et il y a des lieux pour ne pas être fragile. Et ça, on a tendance à l'oublier, peut-être on valide trop parfois l'hypersensibilité ou l'hyperfragilité. Il y a des moments, et je pense que la vie nous l'apprend suffisamment, où il ne s'agit pas d'être fragile, il ne s'agit pas d'être faible, il s'agit de mettre ça de côté pour être courageux. Et ça, je pense que c'est un appel qui est adressé à l'homme, non pas de ne plus être fragile, mais de savoir surmonter ses fragilités à certains moments, notamment à l'égard des autres et à l'égard de toutes les positions de responsabilité où il s'agit d'être présent pour les autres et de ne pas faire d'erreur. Amen. En tant que femme, moi, j'aime trop entendre ça parce que il y a des hommes dans la société qui sont vraiment des prédateurs. Et moi, en tant que femme, je ne me sens pas d'aller confronter ces hommes-là, de protéger les gens plus fragiles autour de moi de ces hommes-là. Et savoir que les hommes, ils peuvent lutter contre la fragilité qu'ils ont en eux, peut-être d'aller eux-mêmes confronter ces prédateurs. Pour moi, c'est hyper rassurant de me dire il y a des hommes qui vont lutter parce que, enfin, concrètement, je suis plus en position de vulnérabilité en tant que femme qu'un homme face à un prédateur homme, je pense. Je trouve ça intéressant de dire, c'est un appel au courage pour protéger les autres et pour mettre les personnes aux bons endroits, je pense. Et c'est tellement compliqué, je trouve, de savoir quand. Moi, j'ai été éduqué gentil, tu vois. On est chrétien, on est gentil, on aime tout le monde, et puis c'était limite... pour moi, je l'ai interprété et j'ai grandi comme ça, c'est limite de certaines passivités et une non-action, en fait. Et aujourd'hui, j'avoue que dans certaines situations, j'ai un premier pas en arrière avant d'aller en avant. Mais parce qu'en fait, c'est mon éducation premièrement qui... Et contrairement à... En fait, c'est ça qui est marrant, c'est contrairement à ce que dit toute cette société qui nous dit, mais en fait, vous avez pris trop de place, machin. Bah, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir toujours eu cette... se dire, mais en fait, non, faut que tu sois gentil. Donc, surtout, tais-toi, quoi. Et en fait, j'ai confondu amour, bienveillance, tout ça, machin, avec se taire et éviter le conflit à tout prix. Et cette peur du conflit, en fait, ça a déclenché une peur du conflit envers laquelle je dois me battre encore aujourd'hui, qui à l'intérieur de mon corps, de mon cœur, est très présente. Et je suis complètement à Étienne en disant, il y a un moment donné, Tim serre les dents, et il faut y aller, quoi. Alors je conçois pas forcément ça homme-femme, en fait, tu vois, parce que je l'ai pensé comme ça, parce que je suis un homme depuis toujours, donc forcément je pense comme ça. Je me suis jamais dit les femmes elles ont pas y pensé ou quoi, mais en tout cas moi en tant qu'homme, je vois cette fragilité, je le vois aussi dans certains de mes frères, dans l'église, et même dans le sociétal. Hein. Aujourd'hui, les sujets sociétaux où des femmes se font agresser, personne ne se lève, qui me pose question en fait sur on a repoussé quelque part
ce courage de l'homme dans des retranchements qui, en fait, aujourd'hui, il est un peu piégé. Je dis pas qu'on est des victimes et machin, mais en fait, il y a un moment donné, il va falloir qu'on sorte de là, quoi. Qu'on sorte de cette passivité, cette envie d'éviter le conflit, quoi. Après, peut-être que tu touches encore un autre sujet, c'est celui de l'engagement. Ouais. Il me semble que ça, c'est une des fragilités, enfin, j'ai l'impression, qui est multiculturelle. Parce que je crois que des quelques voyages que j'ai pu faire, il me semble que j'ai pu constater, je ne sais pas si c'est la modernité qui fait ça, mais un désengagement généralisé de l'homme est constatable. Enfin, je veux dire, les femmes avec la maternité, en fait, elles sont naturellement proches de leurs enfants dans l'ensemble. Par contre, les hommes, plus facilement, il y a du désengagement vis-à-vis de ça, et donc du désengagement vis-à-vis de la famille, puis après, ça porte toutes sortes de désordres. En fait, il y a énormément de femmes qui terminent à faire élever leurs enfants seuls, parce qu'en fait, les hommes sont partis, et pas forcément pour aller chercher de l'argent. Tu vois, il y a des hommes qui ont tout quitté, et qui voient plus leur famille pendant un an, parce qu'ils sont allés bosser, mais pour ramener de l'argent à la famille. Mais il y a des gens, c'est des hommes, c'est pas du tout ça. Il y a des hommes qui ont juste tout quitté parce que l'aventure, parce qu'ils sont partis dans l'alcool, parce que ceci, parce que l'acheter, parce qu'ils veulent pas d'un enfant en fin de compte. Enfin voilà, et on en voit des tas d'exemples, on entend souvent parler. Donc je crois que l'engagement, c'est aussi un des gros thèmes. Et en fait, j'ai envie de dire que ça, effectivement, pour s'en sortir, il faut vraiment, il faut sortir les tripes, quoi. Faut bouger le slip. Ouais, c'est ça. Je pense que pour aller dans la continuité de ce que vient de dire Pierre-Alain, qui me paraît extrêmement juste et pertinent, je pense qu'il y a deux tares masculines, deux épidémies. C'est l'épidémie de lâcheté, de désengagement dont on en parlait. Quand on parle de courage, on ne pense pas forcément au courage, aller voir les ennemis et puis prendre une épée, tout ça. C'est savoir tenir ses engagements, savoir en prendre, etc. Et la deuxième épidémie, c'est l'épidémie de violence et d'agressivité. En témoigne le nombre absolument hallucinant de violences sexuelles, domestiques, qui sont faites par des hommes envers des femmes ou des enfants. Et c'est pour ça qu'à mon sens, la Bible est extrêmement pertinente dans ces deux exhortations, à la fois au courage, c'est-à-dire à l'engagement, et à la douceur. Et le mouvement viriliste, à cet égard, pêche des deux côtés. C'est-à-dire qu'il se prétend courageux dans l'image, mais ça c'est parce qu'on est dans une société de l'image où malheureusement souvent la masculinité passe par l'image beaucoup plus que par les actes. Donc dans l'image, on s'affiche comme courageux, mais dans les actes, on passe d'une fille à une autre, par exemple, parce que souvent le mouvement masculiniste est associé à un mouvement de séduction, etc. On est incapable de s'engager dans une famille pour une femme, etc., d'être dans la fidélité. Et il pêche aussi du côté de la douceur, puisque ça passe par un affichage d'agressivité, de violence, qui n'est pas non plus ce à quoi on est appelé. Après, moi je crois que je vois bien, on parle beaucoup de société, de notre environnement qui nous influence énormément. De la même manière qu'il y a des pubs de lingerie qui vendent une histoire, qui vendent un corps de femme, qui vendent une image de la femme, il y a une vente, on est nous-mêmes un produit en tant qu'homme masculin, je pense à ces images de masculinité, où on nous vante le corps masculin comme musclé, on nous vante ça sur les images de parfum, ça c'est typique, mais il y a plein d'autres choses qu'on nous vante comme étant typiquement masculin. Donc notre société cherche à recaler les choses, je pense, par rapport à ça, mais on met, voilà, à un certain nombre d'égards, on est comme les femmes, on est des produits aussi d'une certaine publicité, et donc le fait qu'il y ait un environnement social qui nous encourage dans telle ou telle direction ne doit absolument pas masquer ma fragilité à moi, qui consiste à me désengager, à avoir peur de prendre mes engagements, de les respecter, de prendre l'initiative aussi, et puis de me réfugier des fois derrière le côté il faut partager les tâches, pour en fait surtout dire vas-y ma femme prends l'initiative parce que moi j'ai pas envie de me bouger. Et en fait ça c'est pas juste sociétal, c'est pas juste voilà, c'est aussi en moi la violence aussi, c'est pas juste sociétal, je vis pas dans un environnement particulièrement violent, pourtant je vois bien que dans mes émotions j'ai tendance à agir beaucoup moins bien que ma femme, parce que peut-être juste je suis un homme, c'est pas juste mon histoire, je sens bien que peut-être au fond de moi il se cache aussi quelque chose que je dois apprendre à maîtriser, à connaître, et pas juste à l'utiliser à mauvais escient. Donc c'est aussi quelque chose qui est personnel, c'est pas juste comme s'il y avait des attaques de partout dehors, et puis moi, en fait, je suis juste corrompu à cause des autres. En fait, je suis aussi comme ça de base. Pas que je sois pas un être particulièrement dangereux, je crois pas, mais voilà, mes fragilités sont là, et il faut les reconnaître et les assumer. Je propose donc de passer à cette question. Ça veut dire quoi pour vous d'être en échec dans votre masculinité?
Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Un des plus gros échecs, c'est de ne pas tenir mes engagements. Je suis attristé de me voir autant mou. Est-ce que c'est en rapport avec la masculinité? J'en ai strictement aucune idée. Est-ce que c'est un rapport avec moi, où j'ai l'impression de ma position d'homme et de papa? Ouais, clairement. Sûrement ça relie la masculinité. Mais du coup, j'avoue que c'est une de mes grandes tristesses. Et qu'est-ce que je fais pour y remédier? Ou qu'est-ce que tu fais avec ce constat? Avec ce constat, je vais voir les frangins. Je leur dis les gars, voilà les prochains domaines dans lesquels je veux m'engager, et puis j'aimerais être redevable. C'est compliqué. Je me reconnais beaucoup dans le problème des fois de l'irrésolution, de l'indécision, qui peut toucher des problèmes, des gros problèmes, enfin des gros sujets comme des petits sujets, c'est-à-dire où c'est qu'on va aller boire un verre ce soir avec ma fiancée. Et genre de dire constamment, ouais, je sais pas, comme tu veux. Alors, si c'est un comme tu veux qui est bienveillant, j'ai envie de faire ce qui te plaît, c'est bien. Sauf que souvent, c'est une façon en fait de ne pas prendre de risques. Et je pense que il faut savoir être capable de trancher, de faire des choix, de prendre des risques. Et moi, en tout cas, dans ma vie personnelle, c'est souvent là où je me sens manquer de masculinité ou de virilité ou de peu importe comment il faut le dire. C'est faire porter la responsabilité sur quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, c'est ça. De fuir un peu. Parce que si tu fais ça sur sur choisir un verre, tu peux aussi faire ça sur des grosses décisions. Ouais, c'est ça. Et dire, qu'est-ce que tu veux faire? Comme ça, vas-y, prends la responsabilité. S'il y a un truc qui tourne mal, c'est toi. Mais moi, je me désengage, quoi. Exactement. Le choix d'un futur appartement, le choix d'un futur boulot, est-ce qu'il faut déménager, est-ce qu'il faut, etc., etc. Moi, je me sens plus en échec et c'est plus difficile. C'est dans la manière dont je me nourris spirituellement. Parce que je sens bien que ça a un impact autant sur quand j'étais célibataire que sur ma vie de famille aujourd'hui. Et en fait, ça me dépasse. Donc quand j'étais célibataire, ça ne concernait que moi à la limite. Et ça portait des fruits, ça apportait des fruits pour plus tard. Enfin, c'était des plantes que tu sèmes en fait. Hein. En fait, elles grandissent, puis au bout d'un moment, t'en récoltes les fruits. Et en fait, ce manque de prise de risque, d'investissement, si j'ose dire, c'est une sorte de courage aussi, de se dire, ok, j'investis, j'ai une vision d'avenir et pas juste de présent. Et ouais, je pense que c'est ce manque de discipline par rapport à ça. Par rapport à la foi en particulier, y a le manque de discipline de manière générale, parce que je crois que je reflète assez bien, je crois, un des défauts masculins aussi de pratique qui consiste à être pas très bien organisé. Je crois qu'il y a un certain nombre d'autres hommes qui souffrent du même problème. Mais voilà, manque de discipline. Et aujourd'hui, je vois bien que des fois, je pourrais avoir plus d'initiatives et plus de choses à offrir aujourd'hui dans ma vie, dans l'église, autour de moi et dans ma famille. Et je ne les prends pas au sérieux. Donc, comment je traite cette question? C'est difficile parce que souvent, il y a le poids il y a une certaine honte qui s'installe, qui est toujours difficile à déraciner. Dans un certain nombre de domaines, je me rends compte qu'en fait, l'organisation, la discipline liée à l'organisation de sa vie d'une manière générale est cruciale parce qu'elle permet de sauvegarder l'énergie, garder du temps, de garder l'esprit focalisé et pas juste être sur l'instant, comme ça à l'arrache, mais de vraiment mêler le présent tout en anticipant l'avenir, en le préparant, comme quelqu'un qui est sage et qui laboure son champ avant de semer, quoi. Donc voilà, aujourd'hui je me rends compte à quel point ça c'est important dans ma vie d'être plus discipliné, plus organisé. Et que ça c'est un aspect, je crois, qu'un certain nombre de gars virils qui vont à la salle ont compris. Qu'en fait, si tu te disciplines pas pour faire les choses, tu n'auras jamais de biscotto. Et en fait, ça, ils ont bien raison. Que les biscottos est la chose la plus importante à avoir, ça pourrait être un autre débat. Les biscottos. Robin, tu veux partager cette question? Moi, je pense que l'échec de la masculinité pour moi, il sera plutôt dans, attention, je mets toutes les guillemets, aux yeux de ma femme. Donc pas forcément au niveau sexuel, mais au niveau. T'es sûr? Ouais. Non, ça fait 2 ans, c'est bon. Ça va. Non, au niveau
un peu comme tu dis, au niveau prise de décision, ou alors quand tu as pris une décision qui au final met la famille en galère, ou voilà, entre guillemets, mais un échec dû à une prise de décision, je pense. Là, ça me fout tous les boules, et c'est surtout dans le regard de Myriam. Ouais, t'as l'impression d'être décevant, quoi. T'as l'impression d'avoir la masculinité qui a failli ou un truc comme ça, c'est ça? Pas la masculinité, ouais, D'avoir failli. ouais, voilà, en tant que homme, mari, Père, ouais. Un peu tout, quoi. en fait, voilà, ça a ce sens-là avec ce statut. Voilà. Parce que je pense que sinon, célibataire, je le verrais pas pareil. C'est intéressant que tu parles plus de statut. Je pense que des fois, on pose la question de la masculinité ou de la féminité exclusivement en termes d'identité. Et alors qu'en tant que chrétien, on est vraiment appelé à s'identifier à Christ, à trouver notre identité en Christ, beaucoup plus que dans notre caractéristique sociale, biologique, etc. Je sais pas, enfin, ça fait partie, mais dans son fond, on est d'abord en Christ. Et j'ai l'impression que des fois, la masculinité et la féminité gagneraient à être pensées en termes de fonction, de rôle, de statut. Et il me semble que la Bible aussi nous invite souvent à réfléchir, pas simplement en termes d'attitude comportementale, c'est le cas, mais aussi en termes de quels actes tu vas faire et comment tu tiens un rôle, par exemple, de père ou de mari. Voilà. Ça permettrait de nous détendre un peu parfois sur la question de l'attitude, de l'identité. Je pense que être trop dans l'introspection, dans les questions identitaires, au bout d'un moment, ça nous fait plus de mal que de bien. Juste, qu'est-ce que je dois faire là aujourd'hui? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que les gens attendent de moi? Comment je peux aimer mon prochain? Comment je peux servir? Et c'est là que se joue aussi une grosse part de ma masculinité. Intéressant. Je ne sais pas comment continuer. Donc je vais faire. Est-ce que vous avez des choses à dire sur la masculinité? Ce qu'on n'a pas dit. Sur ce que tu viens de dire, Paul, Tienne, peu importe comment tu t'appelles. ça me fait penser, voilà, ce que tu viens de dire, que pour moi, on parle de masculinité, pour moi c'est très compliqué de le définir, ce terme. Parce que j'y pense pas en permanence. Je pense pas en permanence que je suis un homme et que je suis masculin. En fait, je m'en fous pas, mais j'y pense pas tout le temps. Franchement, même quand tu m'as proposé de participer à cette réunion, très vite, je me suis dit, ouais, ça va vite tourner autour d'être viril. Parce qu'en fait, je sais pas ce que c'est, ou voilà. En tout cas, c'est pas défini. Je serais même curieux de savoir ce qu'on dit dans le dictionnaire. Mais parce qu'en fait, ça me tracasse pas non plus. Donc, voilà, je pense qu'il faut pas focaliser non plus là-dessus. Faut pas fuir non plus la question. Je pense pas fuir la question, mais je suis à l'aise avec ma masculinité, et donc, à partir de là, j'y pense moins. Est-ce que tu as toujours été à l'aise ou il y a eu t'as dû faire un chemin pour arriver là où tu es aujourd'hui? Ouais, non, toujours été à l'aise. Ok. Et vous rejoignez cette idée que ça a été toujours assez facile pour vous? D'être un garçon. Ah non, clairement pas. Non, moi j'étais tout sec. D'ailleurs, je me suis encore. En fait, je me suis présenté tout à l'heure un petit peu brouillon. Mais en fait, j'ai 35 ans, je suis 1m87 et je fais 67 kilos. Et ça a toujours très très mal passé. Quand j'étais au collège, au lycée, quand j'ai grandi, ouais, j'étais tout sec. Et les gens, ils se moquaient de moi parce qu'ils disaient, quand on me touchait la peau, on me disait, on touche tes os. Tu vois, et les gens, ils étaient méchants comme ça. Mais mon père, il a été comme ça aussi. Quand il était jeune, il était tellement maigre, il l'appelait Dacho, les gens. Comme... Ça sera censuré parce qu'on est pas loin. Il avait déjà, donc cette famille, en fait, on est comme ça. Il est tout maigre, maintenant il est plus tout maigre. Et du coup, plus personne ne lui dit ça. Et moi, je suis toujours tout maigre. Et je vois bien que c'est pas toujours. Tu vois, que c'est dur quand on te dit ça et quand on te fait sentir qu'en fait, t'es pas assez bien pour les gens. C'est comme si une fille, elle est pas assez gracieuse ou quoi, et puis qu'on lui fait comprendre qu'en fait, elle est pas assez belle. Ben là, c'est un peu pareil. Pas assez viril, toujours discret, toujours en retrait. Et alors non, j'ai longtemps mal vécu ma masculinité. Et ouais, ça m'a pas fait bien vivre les choses. Alors, la façon dont je me suis grandi quand j'étais petit, comment je me suis construit quand j'étais petit, pas du tout dans un environnement qui te faisait sentir à l'aise, quoi. Là-dedans, même dans l'église, les gens étaient pas du tout méchants par rapport à ça. Personne te disait rien de travers et te faisait sentir que t'étais particulièrement mauvais.
mais en dehors de l'église, rester violent. Ouais. Et donc, les questions identitaires là-dessus, après, voilà, consentir que t'es jamais assez bien, etc. Et puis tout ce qui s'ensuit. Je vais dans le même sens, c'était pas forcément facile. Et j'en reviens à ce que disait Étienne tout à l'heure, c'est que il y a un endroit pour être doux, il y a un endroit pour être un peu un rageux, un peu un hargneux. Enfin bref, et puis moi j'ai toujours été un très 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 sensible depuis tout petit. J'avais l'alarme facile et c'était quelque chose qui portait préjudice à ma position. Souvent en disant bah lui c'est le bébé un peu quoi. Et puis ça a toujours été compliqué jusqu'à ce que je comprenne un peu ce fonctionnement que j'ai pas honte, hein, je pleure facilement devant un film, je me régale de ça d'ailleurs. Et je dis pas que, enfin voilà, vous savez tous les clichés, les hommes pleurent pas, machin. Mais au contraire, ça a été salvateur pour moi de comprendre qu'il y avait la place pour ça et qu'en fait il y avait un cadre aussi à donner à ça et que c'était pas constamment tout le temps à tout bout de champ et ça a été compliqué. Je trouve pour moi pas le collège mais un peu avant le collège et c'était de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire être un homme. Alors heureusement j'avais un papa qui pour le coup était et doux et en même temps très cadré. Donc ça m'a beaucoup aidé. Puis c'était vraiment le cliché, c'était un gros barbu, donc forcément c'était le cliché. Et puis en fait de le voir vivre en tant qu'homme, bah, ça m'a beaucoup aidé à savoir comment vivre en tant qu'homme. Et j'espère être comme ça pour mes garçons, leur montrer qu'en fait le pardon fait partie de ça, l'amour, la joie, la peine, les pleurs, les rires. Tout ça, on a le droit de le vivre. Et enfin voilà, pour moi, c'était pas si facile au début. Puis ouais. Ben, peut-être moi j'ai juste le sentiment que vraiment la marche avec Dieu m'a énormément facilité la tâche et m'a permis de vraiment trouver un juste équilibre, une juste tension entre ce dont on a parlé, le courage et la douceur. Alors que je vivais ça sur un mode un peu tragique ou conflictuel il y a peut-être 10 ans, en sachant jamais sur quel pied danser. Et je trouve qu'il y a une espèce d'harmonisation qui s'est faite et que j'attribue vraiment, mais à 100%, à l'œuvre de Dieu en moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me rejoins dans ce que dit Robin, que c'est plus trop un problème ou un souci, et alors que je mesure que c'en est un pour beaucoup d'hommes de notre société actuelle, et réciproquement la question de la féminité pour les femmes. Et je crois que je peux vraiment dire que je suis reconnaissant à Dieu, et j'attribue vraiment cela à son œuvre en moi, d'être en paix, paisible par rapport à mon identité masculine. Trop bien. Mais du coup, vous diriez quoi à vous-même il y a 10 ans? Là, s'il y a des hommes qui écoutent et qui se posent des questions sur leur masculinité et qui sont pas trop sereins, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? C'est compliqué parce que je me pose la question. Parce que j'ai un de mes gars qui me ressemble énormément. Ouais. Et je sais pas du tout quoi faire. Je suis paumé, je suis en train de lui dire. Je sais pas, c'est super compliqué en vrai parce que je sais ce qu'il ressent, je sais pourquoi, et en même temps je vais lui dire, bah, en fait je vais vivre. Je vais vivre, et puis bah, je vais t'expliquer que je comprends, et puis je vais te dire, mec, allez, on va vivre ensemble, et puis je suis complètement d'accord avec ce que disait Étienne. Sans la Bible, sans Jésus, sans les frères et sœurs, en fait, je sais même pas ce que je fais aujourd'hui, mais j'ai envie qu'ils vivent aussi ça. Tu veux dire que l'exemple, c'est encore un des meilleurs moyens de parler au cœur des personnes. Bien sûr, je vois rien d'autre. Et Christ est un exemple, on en parlait tout à l'heure. C'est notre exemple ultime. Nous sommes appelés en tant que papa à être des Christ. Enfin, bien sûr, tout le monde en est appelé à être des chrétiens, donc, mais en tant que père, en tant qu'homme, ben ouais, c'est clairement par là que ça va passer. Et c'est peut-être ça le problème, un des problèmes actuels du manque de bons exemples qu'on peut voir d'hommes. C'est pas les bons exemples qui sont mis en avant, quoi. C'est les prédateurs, les méchants, les gens. Même sans être aussi partir dans des trucs aussi criminels, si j'ose dire. En fait, moi je repense à plein d'exemples de gens que j'ai pu croiser, à quel point ils parlent facilement, de sexe, de pornographie, j'entends, ou de masturbation. Et en fait,
que c'est une des bases de enfin, on voit que c'est je sais pas, c'est une façon dont ils se construisent dans leur discours, dans leur représentation avec les autres. Ils en sont fiers. Et comment, moi, quand j'étais plus petit, les gamins du collège et du lycée, ils parlaient que de ça. C'était une fierté. Et leur exemple, c'était ça. Ouais. Parce que on aime bien parler de bêtises quand on est plus jeune. Enfin, apparemment. Mais voilà. Et forcément, ils sont pas forcément méchants, tu vois. Mais en fait, je me rends compte à quel point c'est dur de lutter contre un flot continu de personnes qui te montrent un mauvais chemin, quoi, ou qui te font parler de ce. Puis en fait, si tu deviens ami avec ces personnes-là, bah, finalement, est-ce que tu deviens pas, ils t'embarquent pas un peu dans le truc? Oui, et puis même si toi, c'est s'il y a 95% ou plus, 98% d'hommes qui ont consommé de la pornographie et qu'ils ont construit leur modèle du masculin à travers les images qu'ils ont regardées, forcément, c'est pas la vraie vie, quoi. Ouais. Pas... La question, c'est, comme tu disais, Tim, en fait, c'est comment je peux être un exemple? Comment je peux être un exemple? Comment je peux... Je m'imagine bien 10 ans avant, et ok, je voudrais être un exemple maintenant. Moi, je veux pas parler de pornographie parce que ça m'intéresse pas du tout, parce que je suis contre ça, parce que je considère que c'est juste l'œuvre du péché dans la masculinité. Ça. Et je voudrais bien construire un autre exemple de ça. Et je me dis, mais est-ce que je vais être vraiment encourageant pour d'autres personnes? Peut-être. Mais en fait, je me vois pas en train de réunir tout un groupe de personnes qui vont me dire ouais, trop bien Pierre-Alain, franchement, tu parles jamais de porno, c'est trop bien. Je verrais plutôt l'inverse, tu vois. Ouais. Je verrais plutôt l'inverse, il est relou, il discute jamais de rien, lui, qu'est-ce qui lui arrive, il est tout rigide. Ouais. Et regarde comme il est maigre en plus. Ouais, c'est intéressant. Tim, tu disais que voilà, tu pensais un peu à ce que tu devais transmettre à tes garçons. À ma fille aussi, même. Voilà, il y a ça aussi. C'est aussi montrer aux filles, alors je remets la faute sur personne, hein, mais aussi montrer à tout le monde, en fait, homme comme femme, Ouais. qu'est-ce qu'un un homme bon, je veux dire, Comment il doit être courageux, traité, ouais. aimant, tout, parce que ce soit allez, je généralise, les exemples qu'on montre aux hommes d'un homme et aux femmes d'un homme, ou les femmes d'un femme, voilà, en fait, ce qu'on nous vend un peu de partout, l'image publique est complètement faussée, et il tient à nous, déjà, d'œuvrer chez nos proches, dans notre vie au quotidien, de vivre dignement, dignement en tant qu'homme ou femme, sa masculinité, sa féminité chez l'un chez l'autre, voilà, que ça se voit, et pas que être timide de ça, et puis voilà. Et puis aussi, pour rebondir ce qu'a dit Pierre-Alain, je pense qu'il ne faut pas censurer les discussions concernant la sexualité, il ne faut pas censurer ça, même chez les jeunes ou quoi. Mais à l'inverse, il faut en parler plus librement, pour que ce qu'ils entendent, ce ne soit pas que la pornographie, la branlette du soir, etc. et tout, même au collège et tout, pour que ce soit pas leur seul point de vue, mais que, non, on va pas parler d'une façon différente de la sexualité, d'une façon plus douce, plus responsable, plus engageante, plus fidèle. Je vous invite à aller écouter l'épisode sur le célibat et la sexualité. Nous traitons ce thème-là, on essaye en tout cas. Ça marche. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, bah du coup, tu conviendras du coup que pour discuter de ces thèmes et pour rentrer là-dedans, et pour dire ok, je vais assumer moi que je crois pas du tout dans ça, et même que c'est même l'inverse de ce que vous croyez, c'est même, disons le mal pour être schématique, de croire en la pornographie, de regarder ça. Et ben en fait, je crois qu'il faut avoir des convictions quand même à ce sujet. Dire ok, en fait, je suis convaincu que déjà ça apporte que des mauvaises choses, que c'est quasiment criminel ce truc, cette industrie. Et puis je vais avoir le courage d'en parler. Il ne s'agit pas d'être convaincu, il faut être convaincu que, en fait, je peux en parler, je vais en parler, que je suis même si je connais pas le sujet à fond, j'assume mes convictions, et donc en fait je reviens à cette histoire de courage, je m'inspire de Jésus, je crois qu'il m'offre un modèle de masculinité stable, viable et même éternel. Enfin, ça dépend comment on considère, comment on sera dans l'éternité, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, qui est permanent, tu vois. Et puis, je prends mon courage à deux mains pour aussi assumer, rencontrer mes peurs, prendre des risques et me mettre en danger
avoir une certaine notion du sacrifice, peut-être, je sais pas si ça rejoint cette notion-là, oser avancer là-dedans, parce qu'effectivement, en fait, sans courage, il n'y a rien qui se passe. Et je prenais encore un exemple qui est arrivé aujourd'hui, d'une femme battue, qui a été amenée au commissariat par d'autres femmes. Et en fait, si ces personnes-là n'avaient pas décidé, n'avaient pas pris leur courage à deux mains et dire, ok, en fait, on va t'emmener au commissariat, même si ça fait flipper de ce scénario de fou, et en fait, qui l'aurait fait? C'est d'autres, du coup, c'est ma femme et puis sa collègue de travail qui l'ont amenée au commissariat pour la mettre en sécurité. Mais en fait, si elle s'était pas bougée, qui se serait bougé? Pour les hommes, c'est pareil. En fait, si on se bouge pas, et personne va se bouger pour nous, personne va se bouger à notre place. C'est à nous de nous bouger. Et c'est dur à entendre, mais en fait, je crois que ça fait aussi partie des ressorts de notre masculinité, de se dire, en fait, d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas pour la vérité, mais pouvoir se mettre en danger et prendre des risques. Oui, tu demandais, Sophie, comme question, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux ou celles qui se posent des questions sur leur identité, leur masculinité ou féminité. Et moi, je crois que ce que j'ai vraiment à cœur de dire, c'est que ces questions-là peuvent être extrêmement compliquées, intriquées, elles peuvent être vécues sur un mode extrêmement conflictuel, tragique, où on voit pas de solution. Alors, ça peut être plein de questions différentes qui peuvent concerner les gens qui nous écoutent. L'identité de genre, est-ce que je suis vraiment homme, est-ce que je suis vraiment femme, ou ok, je me considère comme homme ou femme, mais je suis pas à l'aise avec ce que je montre, avec une caractéristique physique ou une caractéristique comportementale qui aux yeux des autres me disqualifie en tant qu'homme ou en tant que femme, etc. Ce que j'aimerais dire, c'est que je pense qu'il y a vraiment une promesse dans l'évangile que beaucoup de nos problèmes disparaissent d'eux-mêmes quand on se rapproche de Dieu et qu'on n'a pas forcément besoin de les résoudre. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une époque où on veut absolument résoudre ces problèmes qui peuvent être extrêmement complexes, des casse-têtes sans fin. Et moi, ce dont j'ai fait l'expérience dans ma vie, c'est que beaucoup des questions qui me torturaient l'esprit ont disparu, se sont dissoutes comme ça, simplement en avançant avec Dieu. Et du coup, j'aimerais inviter les gens qui nous écoutent de ne pas s'inquiéter outre mesure. Ça ne veut pas dire que je néglige leur souffrance ou la réalité de leurs problèmes, mais simplement leur dire que Dieu a une solution pour ces problèmes, qu'ils ne se fassent pas de soucis, et qu'ils ne cherchent pas forcément à résoudre d'eux-mêmes le souci, en faisant une introspection énorme, ou essayant de trouver des solutions par-ci par-là, mais qu'ils fassent confiance à Dieu, qui va lui-même résoudre ces problèmes, soit les résoudre, soit les faire disparaître, d'une façon ou d'une autre. Et pour avoir ensuite une identité réconciliée, être réconcilié avec soi-même, avec les autres, et qu'on rassure ceux qui nous écoutent. Il y a plein de façons, effectivement, d'être un homme, d'être une femme. Et puis, de toute façon, voilà, c'est aussi un chemin. Voilà. C'est beau. Je crois qu'il y a une leçon que j'ai appris aussi en tant que mari. Là, je suis marié depuis 4 ans. Et voilà, le mariage, la relation homme-femme, ça peut être aussi des sacrées claques. Et d'une certaine manière, en fait, j'en ai pris. Enfin, c'est pas facile non plus d'être, de vivre l'amour. Et il y a des tas de remises en question aussi qu'on doit pouvoir accepter. En tout cas, dès ma première année de mariage, je me suis rendu compte d'un fait une leçon assez irréfutable, je crois, c'est que la personne qui m'a le plus appris à être un homme, à vivre, tout simplement être un homme, c'est ma femme, c'est Mario. Et je crois que c'est vraiment la personne qui m'a vraiment le plus appris à être un homme. Voilà. Le pouvoir de l'altérité et de l'amour. Trop beau. Je sais pas, mais en tout cas, je tenais à rendre cet hommage à une comme femme ça, elle va écouter cet épisode. qui connaît peut-être mieux la masculinité que moi-même, tu vois. Du coup, ça nous amène à la dernière question de cet épisode. Est-ce que vous voulez partager vos 2 centimes, donc le peu que vous voulez apporter sur ce sujet, le résumé de ce que vous avez envie de laisser. En gros, personne ne comprend cette expression, mais bon. 50 cents. C'est ça, ça vient de 2 cents. 2 cents. Détendez-vous du slip, peut-être, sur les questions d'identité, et faites confiance à Dieu que ça va bien se passer. Ça va prendre du temps, quand même. Suivant nos histoires, suivant nos trajectoires, il y a peut-être des chemins aussi de souffrance à vivre, à traverser pour avancer dans la vie, tout ça. Mais ça va le faire. Dieu s'occupe de nous, et que vous soyez chrétien, pas chrétien, voilà, moi je vous invite
faire confiance à Dieu qui peut résoudre vos problèmes d'identité. Merci Paul. J'allais dire, essayer d'être les exemples que vous avez eus ou que vous auriez aimé avoir. Je dirais, moi, que sur la féminité ou la masculinité, moi, je vois qu'il faut se laisser le droit de changer d'avis, de changer de comportement. Et il faut confronter ces zones d'ombre. Genre, il y a des trucs en nous qui sont pas beaux, et qu'on soit un homme ou une femme, et à pouvoir les regarder en face. Et ouais, comme disait Étienne, il n'y a pas forcément besoin de quelque chose pour les résoudre, mais être capable de regarder ça en face. Si on est chrétien, de les apporter à Dieu. Je crois que et juste dire, bah ouais, il y a ça en moi et je sais que c'est pas réglo. Et laisser Dieu travailler ça. Ouais, merci pour tout ce que vous avez partagé. C'est plein de tiroirs ouverts dans ma tête maintenant. Et puis peut-être aussi ne pas se fixer les yeux trop sur les mauvais exemples. C'est ceux qu'on retient parfois le plus. Parfois, un bon exemple suffit à tout inverser. Comme tu disais, Étienne, en fait, on va s'attacher à Dieu. Et il va faire le travail aussi. C'est une promesse qu'il nous fait, qu'il est là, qu'il est présent et que aussi son amour il transforme. Mais c'est vrai que on pourrait avoir tendance à retenir de la masculinité juste plein de mauvais exemples et sans arrêt des mauvais exemples parce qu'on en parle énormément, parce que nos sociétés sont en transformation aussi. Enfin, faut l'accepter, c'est comme ça. C'est pas forcément juste pour détruire les hommes. Ça fait partie aussi des thèmes qui sont du moment, qui seront autres de bientôt, qui changeront. Mais c'est juste qu'on peut se laisser assommer par tous ces mauvais exemples. Et du coup, ça décourage. Et bien, ça nous fait croire qu'en fait, la masculinité, c'est juste un truc mauvais du passé, ou enfin voilà, qu'il n'y a pas d'avenir et pas d'intérêt. Ou bien ça peut nous faire tomber dans l'excès inverse. Au contraire, nous faire retourner dans des traces d'un patriarcat qui pue, qui est archaïque, qui est tout ce que tu veux, et qui a produit aussi ces mauvais effets. Eh ben, merci beaucoup. C'était incroyable. Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Merci beaucoup pour votre vulnérabilité, votre courage. Ça résume bien. Et cordialement. Cordialement. Au revoir. Au revoir.